Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck Ferrand nous emmène dans la romantique en ce début de semaine. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vous propose en effet de faire mieux connaissance avec une certaine Octavie, la sœur aînée d'Octave, celui qui, après la guerre civile causée par l'assassinat de Jules César, va devenir l'empereur Auguste. Et pour nous accompagner dans les rues de Rome, vous avez invité Daniel Porte. Oui, Daniel Porte est maître de conférences honoraire à la Sorbonne. C'est une habituée de cette émission, tellement que je n'ai même plus besoin de vous la présenter. Je suis ravi qu'elle ait pu faire le voyage depuis Grenoble pour être avec nous aujourd'hui. Et c'est pas très loin de Grenoble, à Vienne, que nous conclurons cette heure et demie romaine. Romaine et gallo-romaine en l'occurrence, avec Véronique Langby, nous nous promènerons sur les forums dans les temps parmi les vestiges antiques de Vienne. Et puis, nous irons nous promener tout simplement dans les rues de Vienne. Pas la Vienne autrichienne, naturellement, je parle de Vienne dans l'Isère. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En octobre 40 avant Jésus-Christ, par décret sénatorial, une jeune femme de 29 ans, elle est la sœur aînée d'Octave. Octave est l'un des 3 triumvirs qui se partagent le territoire de la République romaine. Donc Octavie épouse Marc-Antoine. Oh, Marc-Antoine, ai-je besoin lui aussi de vous le présenter? C'est un des 3 autres triumvirs d'ailleurs. Lui s'occupe de toute la partie orientale de la République, de ce qui est encore pour peu de temps une République. Octavie descend d'une vieille et riche famille patricienne, famille de l'ordre équestre. Et comme son frère Octave, elle est née du second mariage de son père avec une nièce de Jules César. Écoutez Plutarque, il nous dit d'Octavie qu'elle est, je le cite, une femme d'un rare mérite qui joignait à une grande beauté beaucoup de prudence et de gravité. D'une certaine manière, et c'est le mérite de ces grands auteurs latins, c'est qu'en quelques mots, en quelques syllabes, ils nous brossent un portrait. Eh bien, Plutarque nous a quasiment tout dit. Vous allez voir que pendant l'heure qui vient, nous allons développer, somme toute, cette phrase. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est qu'Octavie et Marc-Antoine sont tous les deux veufs. Marc-Antoine, 43 ans, a perdu quelques semaines plus tôt son épouse, Fulvia. Quant à Octavie, cela fait quelques mois qu'elle a perdu Marcellus, qui était consul, et avec qui elle a déjà eu 2 enfants, un fils et une fille, et elle est enceinte à ce moment-là, elle est en train d'attendre le 3e enfant. Normalement, la loi romaine exige un délai de 10 mois avant leur mariage d'une veuve, mais en l'occurrence, Marc-Antoine est déjà sur le départ, il faut hâter les choses. Comprenez-le bien, cette union n'a rien d'un mariage d'amour, c'est une union politique bien entendu. Le but de l'opération, c'est de réconcilier les 2 rivaux, Marc-Antoine et Octave, 2 rivaux qui depuis la mort de Jules César 4 ans plus tôt se disputent les dépouilles de la République romaine. Marc-Antoine a été un brillant officier en Syrie, en Égypte, ensuite il a été le légat de Jules César à Alésia. César n'a pas tardé à le considérer comme son meilleur officier et pendant les guerres en Gaule, Marc-Antoine, qui s'est longtemps occupé de la cavalerie, est devenu général de légion. En 48, en 47, il a administré Rome. Il est à ce moment-là maître de cavalerie. César, à cette époque-là, est parti en Égypte. Vous savez, c'est l'épisode égyptien de la saga césarienne. Et donc, à ce moment-là, Marc-Antoine va gérer Rome. Disons les choses, pas brillamment. C'est même une catastrophe. Lui mène une vie de débauche. Alors on est dans les festins dispendieux, il multiplie les liaisons, etc. Et il n'est pas très bon administrateur. C'est Pierre Renucci qui nous le dit dans son Marc-Antoine, je le cite, « Sa générosité était sincère, pas seulement politique, fidèle en amitié, il était de ceux qui donnent leur chemise. » Entre parenthèses, joli anachronisme. On devrait dire qu'ils donnent leur toge. Plutarque raconte qu'un jour, pour lui montrer l'énormité du cadeau, son intendant avait étalé sur le sol le 1 million de sesterces dont Antoine voulait gratifier un ami. Quand il passa et vit tout cet argent par terre, Antoine perça aussitôt l'intention de son serviteur. Il lui dit « Je croyais qu'1 million, ça faisait bien plus, moi. Oh, finalement, c'est si peu. Allez, mets-en encore autant. » Il n'aimait pas qu'on le contredise, ce monsieur, évidemment. Alors, à l'époque où César est rentré d'Égypte, il a laissé Marc-Antoine un peu dans une sorte de semi-disgrâce, et puis arrivent les fameuses ides de mars 44. César vient juste d'être nommé dictator perpetuus, et le voilà assassiné. C'est là que prend racine la rivalité entre Marc-Antoine et Octave. Dans le testament de César,
C'est son petit-neveu, Octave, qui n'a que 19 ans, qui est l'héritier et le fils adoptif. Or, de par ses états de service, ses fonctions de consul, son dévouement à César, son affection également, Marc-Antoine s'estimait plus légitime qu'Octave pour assumer cette succession. D'autant plus qu'Octave, disons-le, c'est un petit peu un gringalet à l'époque. Il est d'une santé fragile. Joël Schmitt nous dit, il est affligé dès l'adolescence de crises d'étouffement fréquentes. Il suffit que la poussière s'élève sur le forum poussé par le vent pour que ses yeux rougissent, que sa gorge le brûle. Il éternue, il a une légère fièvre. Il souffre notamment au printemps et à l'automne d'eczéma, d'affections respiratoires qui ne cesseront jamais. Il supporte depuis sa maturité des rhumatismes à la hanche et à la jambe gauche. Et comme il souhaite cacher cette infirmité qu'il ferait boiter, il se fait placer des sangles et des éclises pour contenir le membre malade. Antoine devient, si vous le voulez, l'ennemi public. Seulement là, tout va basculer parce que le Sénat refuse à Octave le consulat. À partir de là, il va bien falloir trouver un accord. Il va falloir réconcilier ces deux-là. Marc-Antoine et Octave n'ont plus le choix. Alors avec un troisième, Lépide, ils vont former un nouveau triumvirat. Un accord officiel de 5 ans est conclu qui confère à chacun des 3 hommes des pouvoirs partagés. Marc-Antoine va être l'homme fort de ce triumvirat qui ne dure pas longtemps. De nouveau, Marc-Antoine va s'opposer à Octave à propos du sort réservé à Pérouse. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Finalement, les 2 hommes se réconcilient et le pacte de Brinde, on est là en 40 avant notre ère, le pacte de Brinde scelle la reconduction du triumvirat avec un partage de la République. Marc-Antoine va s'occuper, si vous voulez, de l'Orient, Octave s'occupe de l'Occident et puis Lépide gouvernera l'Afrique. Pour sceller cette réconciliation, avant d'entrer dans Rome, quoi de mieux qu'un mariage entre Marc-Antoine et la sœur de son ancien rival, de son nouvel allié, et la sœur d'Octave, donc Octavie, d'autant plus qu'ils ne tarderont pas à avoir une fille, Antonia Major, et d'autant plus que c'est Octavie qui a demandé cette union. Elle est à la manœuvre, c'est elle qui va aider à cette réconciliation politique. C'est une femme politique, Octavie, c'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Bref, tout est pour le mieux entre Marc-Antoine et Octave. Les 2 beaux-frères jouent au dé et ils se montrent en train de jouer au dé, bien entendu. C'est à ce moment-là que Marc-Antoine se rappelle quand même qu'il a une autre femme, si l'on peut dire, du même âge que son épouse Octavie. Cette autre femme, elle a été son alliée, sa maîtresse. C'est avec elle qu'il a eu d'ailleurs des jumeaux. Cette autre femme, vous la voyez venir, évidemment, avec son merveilleux nez. Cette autre femme, c'est Cléopâtre. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Alors cet après-midi, vous nous parlez, Franck Ferrand, d'Octavie, la sœur d'Octave, Octave qui était l'adversaire de Marc-Antoine. Nous sommes en 40 avant Jésus-Christ. Alors Octavie s'est mariée à Marc-Antoine, sauf que le même Marc-Antoine a une liaison avec la reine d'Égypte, la célèbre Cléopâtre. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette Cléopâtre, Alors, Franck ? Cléopâtre est reine d'Égypte, Cléopâtre VII, elle est reine d'Égypte depuis 51. Elle partage d'abord le pouvoir avec un frère, Ptolémée XIII, dont elle est l'épouse, mais ça c'est la tradition en Égypte, vous savez, elle ne pouvait pas régner seule. Et puis, voilà qu'une guerre éclate avec Ptolémée, la reine est accusée de complot contre son frère, elle doit fuir. César, à ce moment-là, va tenter de réconcilier les 2 souverains, on connaît cet épisode par cœur parce qu'il a été traité tellement. Et finalement, la mort de Ptolémée XIII va permettre à Cléopâtre de régner seule sous protectorat romain. Bien entendu, Marc-Antoine avait rencontré Cléopâtre. César s'était déjà fait avoir, si je puis dire, il s'était fait prendre dans les raies de Cléopâtre. Et bien voilà qu'Antoine va faire la même chose à l'été 46. À ce moment-là, la reine d'Égypte est en train de séjourner à Rome à l'invitation de César, bien entendu. Et Marc-Antoine est un sénateur de premier plan. Il est proche de César. Il est donc tout à fait normal qu'il la croise dans des mondanités, vous savez, dans des dîners romains, etc. Et puis, 5 ans plus tard, c'est Antoine qui convoque Cléopâtre en Cilicie, dans la ville côtière de Tars, qui aujourd'hui se trouve en Turquie. Et pour la future guerre contre les Parthes, il est évident qu'Antoine va avoir besoin de l'appui de l'Égypte, qui est la grande puissance en Orient, bien entendu. De son côté, Cléopâtre se dit qu'une alliance serait possible, car elle a besoin des Romains pour se maintenir sur le trône. Donc, ces 2-là vont s'entendre. On n'imaginait pas qu'ils s'entendraient aussi bien, si je puis dire. Alors, Octavie, de nouveau enceinte, se rend à Tarente, dans le sud de l'Italie. Voilà ce que nous dit Plutarque.
Magnifiquement parée et telle qu'on peint Vénus, Cléopâtre était couchée sous un pavillon tissu d'or. De jeunes enfants vêtus comme les peintres ont coutume de représenter les amours étaient à ses côtés avec des éventails pour la rafraîchir. Ces femmes, toutes parfaitement belles et vêtues en Néréides et en grâce, étaient les unes au gouvernail, les autres au cordage. Les rives du fleuve étaient embaumées de l'odeur des parfums qu'on brûlait dans le vaisseau et couvertes d'une foule immense qui accompagnait Cléopâtre. Un bruit se répandit partout que c'était Vénus qui, pour le bonheur de l'Asie, venait se divertir chez Bacchus. Dès qu'elle fut descendue à terre, Antoine l'envoya prier à souper, mais elle témoigna le désir de le recevoir plutôt chez elle. Et Antoine, pour lui montrer sa complaisance et son urbanité, y alla. C'est toujours Plutarque qui nous raconte cette scène extraordinaire. Il trouva là des préparatifs, nous dit-il, dont la magnificence ne se peut rendre. Mais ce qui le surprit, plus que tout le reste, ce fut la multitude des flambeaux qui éclairaient de toutes parts, les uns suspendus au plafond, les autres attachés à la muraille, et qui formaient avec une admirable symétrie des figures carrées ou circulaires. Aussi, de toutes les fêtes dont il est fait mention dans l'histoire, n'en trouve-t-on aucune qui soit comparable à celle-là. Ah, quand elle voulait séduire Cléopâtre, elle savait y mettre les moyens, mais bien entendu. Et puis, quelques mois plus tard, c'est au tour de Marc-Antoine de se rendre en Égypte à l'invitation de la reine Cléopâtre. Alors, ça convient très bien à Antoine tout ça, parce qu'il a des mœurs qui sont déjà assez orientales. En l'occurrence, il adopte le mode de vie grec. N'oubliez pas que la dynastie des Ptolémées, qui était sur le trône d'Égypte à l'époque, est une dynastie issue de la Macédoine d'Alexandre, bien entendu. Il s'habille à la grecque, il fréquente les temples, il fréquente un certain nombre de cercles littéraires, philosophiques, etc. Il aime beaucoup la palabre, si je puis dire, Marc-Antoine. C'est au cours de ce séjour que Marc-Antoine et Cléopâtre vont donner naissance, enfin c'est surtout Cléopâtre qui donne naissance à ces fameux jumeaux, un garçon et une fille. Alors les années passent, évidemment pendant ce temps-là, Antoine est toujours marié avec Octavie, vous l'imaginez bien. Et c'est très compliqué, bien sûr, de gérer les deux mariages. Il est, d'une certaine manière, il est bigame. Ils ont eu une fille, évidemment. Antoine semble aimer cette épouse, cette Octavie tellement intelligente, tellement douce, tellement désintéressée, qui, elle aussi, s'occupe très bien des enfants. En l'occurrence, elle s'occupe des siens, et elle s'occupe aussi des enfants que Marc-Antoine a eus avec sa première épouse, Fulvie, vous savez. Octavie a également un rôle diplomatique important et alors qu'elle voit se dégrader les relations entre Marc-Antoine et Octave, eh bien, elle se dit que c'est à elle d'intervenir. Elle va mener un véritable rôle diplomatique. Elle dit à son frère: « Maintenant, tout le monde a les yeux fixés sur moi, comme étant femme d'un des triumvirs et sœur d'un autre. » C'est très cornélien, somme toute. Elle est la femme d'un des rivaux et l'épouse de l'autre. Or, si les pires conseils l'emportent, dit-elle, et que la guerre s'allume, il est douteux à qui des deux le destin accordera la victoire, mais quant à moi, il est certain que de quelque côté qu'elle se déclare, mon sort sera toujours malheureux. Finalement, grâce à l'intervention d'Octavie, on va voir les deux beaux-frères essayer de se rabibocher un peu. Ils vont décider de s'aider mutuellement plutôt que de faire une guerre qui serait très menaçante pour chacun des deux et plus menaçante encore pour la sécurité de la République. Octave part pour la Sicile. Quant à Marc-Antoine, eh bien lui prend la route de l'Asie. Octavie va rester à Rome. Elle est enceinte. Elle va rester seule à Rome. Et c'est ici que le drame rebondit et c'est ici que Plutarque reprend la parole. Alors, nous dit-il, l'amour d'Antoine pour Cléopâtre, ce mal qu'on croyait depuis longtemps endormi et affaibli par de meilleures pensées, ce mal se ralluma avec plus de force encore à l'approche de la Syrie. Vous avez compris, Antoine est décidément incapable de choisir. Europe 1, au cœur de l'histoire, Revient dans un instant. Europe au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de la Rome antique et plus précisément au cœur de l'histoire d'Octavie, la sœur d'Octave. Alors Octave, c'est l'adversaire de Marc-Antoine, mais lui, il a d'autres problèmes, Marc-Antoine. Il est partagé entre deux femmes, Octavie
et Cléopâtre. Exactement, mais il est amoureux de Cléopâtre, il a épousé Octavie, qui par ailleurs a toutes les vertus, et voilà donc qu'en 35 avant Jésus-Christ, Octavie est là, restée à Rome, elle se lamente, son mari, vous l'avez compris, est parti maintenant depuis des mois pour l'Asie, et elle se dit qu'elle pourrait très bien aller le rejoindre. Elle prend donc la route de l'Asie, elle va passer par Athènes, bien entendu, où elle arrive avec tout un convoi pour Marc-Antoine, parce qu'elle n'est pas partie les mains vides, si je puis dire. 2000 soldats d'élite, toutes sortes d'uniformes, des bêtes de somme, de l'argent, bref, tout ce dont un stratège a besoin dans le cadre d'une guerre dont il n'est pas certain d'arriver à terme, le tout transporté dans les restes d'une flotte qui a été prêtée par Octave, si c'est pas mignon, ça vous avouerez. Et Marc-Antoine va recevoir, là où il se trouve en Syrie, une lettre que depuis Athènes, sa femme lui adresse pour le prévenir de son arrivée, pour lui dire « ça y est, j'arrive, Je suis sur la route. Coucou, c'est moi ». Évidemment, Marc-Antoine est un petit peu surpris parce que, vous l'avez bien compris, il vit maintenant avec Cléopâtre. Alors, il faut vous dire qu'il n'a pas vu Cléopâtre depuis 2 ans, depuis qu'à Antioche, elle lui a présenté les 2 jumeaux, ainsi que le petit dernier, Ptolémée et Philadelphe. C'est vous dire si la lettre d'Octavie tombe mal pour Marc-Antoine. Là, il va avoir à choisir. Quand je vous parlais d'une situation cornélienne, vous voyez qu'elle se poursuit. Soit Marc-Antoine rejoint Octavie à Athènes, et à ce moment-là, ça veut dire qu'il abandonne l'Égypte, ses 18 000 soldats, sa reine et tout son avenir, d'une certaine manière. Soit il renvoie sa propre femme, mais alors là, je doute que ce soit très populaire à Rome. De nouveau plus tard, heureusement qu'il est là, lui. Cléopâtre sentit qu'Octavie venait lui disputer le cœur d'Antoine, et dans la crainte qu'une femme si estimable par la dignité de ses mœurs et soutenue de toute la puissance de César, c'est-à-dire d'Octave, n'eut pas besoin longtemps d'employer auprès de son mari les charmes de sa conversation et l'attrait de ses caresses pour prendre sur lui un ascendant invincible et s'en rendre entièrement maîtresse, elle, c'est-à-dire Cléopâtre, feignit d'avoir pour Antoine la passion la plus violente et exténua son corps en réduisant excessivement sa nourriture. Toutes les fois qu'il entrait chez elle, il lui trouvait le regard étonné, c'est-à-dire au sens fort et au sens classique du mot, éperdu devrait-on dire. Et quand il la quittait, elle avait les yeux abattus de langueur. Résultat de cette comédie, Antoine accepte bien le convoi d'Octavie, mais il renvoie celle qui menait le convoi, c'est-à-dire qu'il va renvoyer son épouse à Rome. Non mais vous imaginez l'ampleur du scandale. Bien sûr qu'Octavie n'est pas d'accord. Elle s'accroche, elle s'installe à Athènes avec les 4 enfants, c'est-à-dire les 2 qu'elle a eus d'Antoine et les 2 qu'il avait eus lui d'un précédent mariage. Une fois de plus, ce qu'elle veut, c'est empêcher la guerre entre son frère et son mari. Un conflit de plus, alors que alors que Rome a été déchirée ces dernières années par des guerres incessantes. Il serait odieux que les 2 plus grands chefs du monde plongeassent les Romains dans la guerre civile, l'un pour l'amour d'une femme et l'autre par jalousie, dit-elle. Si, alors elle, vraiment, elle est née pour Corneille. Antoine va devoir assumer les conséquences de ses actes. Coupé de Rome et de l'Italie, nous dit Pierre Renucci, c'est désormais autour de l'Égypte seule qu'Antoine devait asseoir son pouvoir. Pour cela, il allait bientôt entreprendre une construction dynastique dans laquelle Octavie n'avait évidemment pas sa place. Son renvoi équivalait à une répudiation, même si Marc-Antoine se garda bien de la prononcer officiellement. Octavie aussi refusa de rompre le mariage. Pendant ce temps-là, le petit frère d'Octavie, lui, n'est pas content du tout. Octave exacerbe la colère des Romains. Il en profite pour faire changer le statut de sa sœur et de sa femme d'ailleurs. Il accorde à Octavie ainsi qu'à son épouse Livie des statuts à son effigie, des droits propres aux prêtresses, notamment l'inviolabilité, etc. Avec Livie, on peut dire d'Octavie qu'elle va désormais incarner la vertueuse matrone romaine, en l'occurrence abandonnée par un gougnafier, mais en l'occurrence l'épouse modèle. Et Cléopâtre, me direz-vous, Cléopâtre, c'est la femme maléfique, vénéneuse, l'orientale. La voleuse de Marie. C'est ça l'histoire. Alors que son beau-frère Octave devient le maître de l'Occident, il se fait d'ailleurs appeler Impérator César, après avoir battu son pire ennemi Sextus Pompée, et il a déchu l'Épide par la même occasion, qui détenait l'Afrique.
Octave, donc maintenant, est devenu très important. Marc-Antoine, lui, n'a plus que l'Afrique, justement, si je puis dire. Il rentre à Alexandrie après la campagne militaire en Arménie. Antoine retourna en Égypte dans une sorte de triomphe, raconte Dion Cassius. À Alexandrie, il entra lui-même sur un char et outre toutes les autres faveurs accordées à Cléopâtre, il lui amena l'Armédien Mède avec les chiens chargés de chaînes d'or. Elle était assise au milieu du peuple sur une tribune ornée d'argent et sur un trône d'or. Ah oui, là c'est une autre vie, hein, évidemment, c'est une autre existence. Ce n'est pas le décor sobre, ce n'est pas le décor classique de la vieille Rome. Non, là on est dans un monde de fantasmagorie. Est-ce que Marc-Antoine a totalement perdu la raison? Ce qui est sûr, c'est qu'il a bien l'intention de mettre en place là-bas une nouvelle dynastie. Or, au printemps 32, Marc-Antoine et Cléopâtre vont débarquer à Athènes, où Octavie est toujours là, hein, avec les enfants. C'est une entrevue passionnante, on aurait adoré être petite souris, bien entendu. Octavie va néanmoins être chassée, si je puis dire. On la verra partir avec les enfants, sauf l'aîné d'Antoine, qui va rester avec son père, hein, l'ancien fils de Fulvie. Il n'y aura plus maintenant de machine arrière. On peut dire que la rupture est consommée. L'alliance politique entre Antoine et Octave n'existe plus, bien entendu, et le statut même d'Octavie va encore changer. Elle devient, au-delà de la mère modèle, l'épouse bafouée, si vous voulez. Malgré toutes ces tentatives, car le moins qu'on puisse dire est qu'elle en a eu des tentatives, la guerre, désormais, est inévitable entre Octave et le couple que forment Marc-Antoine et Cléopâtre. La suite, vous la connaissez bien entendu, la bataille d'Actium et tout le reste. Nous allons quand même si vous savez tout ça, nous allons quand même vous en parler dans un instant avec Daniel Porte. Cher Daniel, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons revenir sur ce personnage d'Octavie qui, qu'on le veuille ou non, passe forcément un peu inaperçu à côté de son diable de frère et de son impossible époux. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, en direct du Tour de France. Au cœur de l'histoire revient dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur le Tour de France. Bonjour Simon Rubin. Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous. Encore 133 km à parcourir dans cette étape qu'on annonçait comme une sorte de calme avant la tempête, avant les 2 étapes de montagne dans les Alpes. Mais attention, car le vent souffle très fort aujourd'hui sur les routes du Tour. Et pour l'instant, un groupe de 5 coureurs en tête. On retrouve notamment 2 Français, Nicolas Hédé de l'équipe Cofidis et Sylvain Chavanel de la Direct Énergie. À noter également la présence du Belge Thomas De Gendt qui fait la course pour le maillot à pois. C'est lui qui a franchi d'ailleurs en tête la première ascension, la première côte du jour. Et le peloton qui est à bonne distance, pas très très loin, à 35-40 secondes et qui se rapproche avec ce vent qui souffle de côté et qui met en difficulté les coureurs du Tour de France pour le moment. À signaler également qu'un groupe d'une 50aine de coureurs compte déjà 1 minute 30 de retard sur le peloton. C'est une course très agitée, très animée et les leaders vont devoir être vigilants, protégés par leurs équipiers pour éviter d'être distancés, pris dans une cassure à cause du vent, justement. Merci Simon Rubin, on vous retrouve tout à l'heure sur la route du Tour à 15h sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, Franck, vous nous avez dressé le portrait d'une femme forte, d'une femme politique, d'une des femmes les plus respectées de la Rome antique, Octavie. Et nous allons aller plus loin, comme chaque jour, avec votre invité. Vous recevez Daniel Porte, elle est maître de conférences honoraire à l'Université Paris 4 Sorbonne et spécialiste de l'histoire romaine. De sa religion. Alors, il faut que nous finissions l'histoire, Daniel, puisque j'ai laissé Antoine, Cléopâtre et Octave, si je puis dire, en suspens. Que va-t-il se passer après la rupture définitive, après le renvoi d'Octavie chez elle? Eh bien, Octavie va vivre, et elle va vivre d'une façon assez curieuse. Elle va perdre son fils Marcellus en 23, et elle ne quittera jamais le deuil. Donc, elle est de plus en plus exemplaire. Pour ce qui est de Cléopâtre, évidemment, il va y avoir la bataille d'Actium. Et c'est là qu'on mesure le plus l'impact qu'avait Cléopâtre sur Antoine, parce que c'est elle qui a décidé que ce serait une bataille navale. Oui. Et oui, et c'est elle qui a commencé à faire la stratégie, ce qui a été très mal vu, évidemment, des généraux romains.
qui se demandait bien ce dont elle se mêlait. Et c'est comme cela que les généraux romains ont quitté Antoine pour rejoindre Octave, parce qu'ils en avaient assez de voir une femme décider de tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas raconté tout ça, mais à mesure qu'avance cette histoire, on voit progressivement tous les soutiens d'Antoine s'en aller l'un après l'autre rejoindre Octave. Donc il y a un camp qui se dégarnit et l'autre qui s'agrandit, si je puis dire, et qui se renforce. Octave, ce gringalet de 19 ans au moment de la mort de César, est devenu un chef plus que respecté à ce moment-là. Hein. Ah mais bien sûr. D'abord, il a eu quand même quelques victoires, fort aidé par Agrippa, évidemment, qui est son second et son fidèle lieutenant, qui a remporté pas mal de victoires à sa place d'ailleurs, mais qui est aussi son gendre, enfin il sera aussi son gendre, et il est fidèle. Lui, c'est véritablement un personnage de premier plan, Agrippa. Mais Octave a eu l'intelligence de discréditer Antoine auprès des Romains. D'abord, il a fait ouvrir son testament, qui était déposé chez les Vestales, ce qui est vraiment un mauvais coup. Et dans son testament... C'est une indiscrétion hallucinante. Oui, parce que dans son testament, Antoine avait eu l'imprudence de léguer son royaume à ses 2 enfants, de léguer tous ses biens à ses 2 enfants avec Cléopâtre. Alors vous vous rendez compte aux yeux des Romains... Alors qu'il en avait 4 à Rome. Oui, bien sûr. Donc il y a eu ce fossé qui s'est creusé entre Antoine et les tenants de la romanité. Ça n'est plus la République, bien sûr, c'est la romanité. Et Octave a eu l'intelligence de jouer là-dessus pour discréditer son rival, ce qui fait que quand on a eu su ça à Rome, tout le monde est passé de son côté. Indépendamment de cela, il y avait aussi les excès qu'Antoine s'était permis à Alexandrie. Il avait une cour de satrapes, d'ailleurs, et en particulier c'est-à-dire des espèces de gouverneurs un peu abusifs. Disons surtout perses, mais aussi orientaux. Et il se commettait avec Cléopâtre et avec toute sa suite. Il se prenait pour Dionysos, il incarnait Dionysos et tout cela. On a un peu l'impression de revoir ce qu'avait essayé de faire Alexandre à une autre époque. Hein, oui, mais disons avec moins de classe qu'Alexandre. Parce que, par exemple, vous aviez... Alors, l'histoire de la perle de Cléopâtre, c'est archi connu, mais vous aviez Minatus Plancus, qui est le fondateur de Lyon, d'ailleurs. C'est archi connu, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, on dit qu'elle faisait fondre une perle, très grosse perle qui valait une fortune, dans du vinaigre, pour montrer son immense puissance. Pour lui montrer qu'elle pouvait avaler en un seul repas ce qu'on pourrait dépenser pour une centaine de repas. Voilà, alors évidemment, bon, il restait une perle quand même qui a été tout de même récupérée, heureusement. Mais par exemple, Minatus Plancus était déguisé en Glaucus, c'est-à-dire en dieu marin, avec une grande queue derrière postiche, bien entendu, peint en bleu, avec des cheveux ondoyants, comme s'il était une divinité marine, et il marchait à 4 pattes pour divertir Cléopâtre. Alors vous vous rendez compte, quand on apprenait cela à Rome, de l'impact, bien sûr. L'image était déplorable. Complètement. Et pendant ce temps, alors on sait ce qui va leur arriver, les pauvres, donc la mort d'Antoine, le suicide d'Antoine, puis celui de Cléopâtre, l'arrivée évidemment à Alexandrie d'Octave. Oui, et pendant ce temps, à Rome, puisqu'elle est de retour à Rome, Octavie, elle, incarne la vertu, la droiture. Mais elle a aussi beaucoup de mérite, si l'on peut dire, parce qu'elle a quand même élevé 10 enfants. Non seulement les siens, avec Marcellus, trois enfants. Ceux de son premier mariage. Premier mariage. Elle a récupéré les 2 qu'avait eu Antoine avec Fulvie, bien sûr. Elle avait aussi les siens avec Antoine, et elle a eu l'abnégation, parce que j'appelle ça de l'abnégation quand même, ou de la grande sottise, mais enfin, c'est quand même de l'abnégation, de récupérer les enfants d'Antoine et Cléopâtre. Et de les élever. Mais bien sûr. Et elle aura même le mérite de faire épouser à la jeune Cléopâtre Sélénée le roi Juba de Maurétanie, qui a été une union splendide. Il faut tout de même avoir beaucoup de générosité pour élever les enfants de celle qui lui a tout pris finalement. Bon, elle a l'air absolument sans tache et merveilleuse, cette Octavie. Il va falloir qu'on gratte un peu pour essayer de lui trouver quand même quelques défauts. Mais n'en a pas. Europe 1, au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites découvrir ou redécouvrir l'incroyable destin d'Octavie, la sœur du premier empereur, l'empereur Auguste. Elle est passée de femme forte et politique
à épouse bafouée finalement. Oui, c'est ça. Elle a été très maltraitée par son mari, Marc-Antoine, il faut bien le dire. Alors, en même temps, il faut quand même aussi reconnaître, Daniel Porte, que c'est elle qui avait voulu ce mariage. Il n'avait rien demandé, lui. Non, je pense qu'elle était amoureuse de son mari, tout simplement, qu'elle l'a tenu jusqu'au bout en pensant qu'elle allait pouvoir le corriger grâce à l'exemple qu'elle montrait par ses vertus. Elle n'avait pas compris qu'Antoine était subjugué littéralement par Cléopâtre, à un point qui, pour une Romaine, paraissait incroyable. Justement, pour Axiome, Cléopâtre s'enfuit en plein milieu de la bataille en plantant là, si vous préférez, Antoine et sa flotte. Et Antoine quitte le combat et suit Cléopâtre. Elle avait sur lui un ascendant total. Sans Incroyable. entrer dans les détails graveleux, Oui. on peut se demander ce qu'il pouvait lui trouver, parce qu'il semblerait qu'elle n'ait pas été si belle que ça, cette Cléopâtre, mais en revanche, elle avait un charme inouï, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis une puissance et un caractère extraordinaire, bien sûr. Elle avait un charisme incroyable. C'est ça, voilà. Et elle savait subjuguer les hommes, justement en les prenant par leur petit côté. Et comme elle connaissait 18 langues, elle parlait à chacun dans sa langue. Donc, elle parlait aux Mèdes dans leur langue, aux Arabes dans leur langue, etc., etc. C'est extraordinaire. Et oui. Et effectivement, quand on entend quelqu'un vous parler, dans votre langue, on est porté à le trouver charmant et tout le reste. Et puis elle avait, vous nous l'avez expliqué, elle avait des moyens considérables et elle savait l'art de la mise en scène, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je voudrais pas quand même qu'on sorte de là avec l'image d'une pauvre femme bonne uniquement à torcher ses marmots. C'est quand même, il faudrait que vous nous disiez quelles étaient les qualités intellectuelles d'Octavie, car elle en avait elle aussi. Elle était une femme politique d'une certaine manière. Ah mais c'est sûr, puisque lors des entrevues à Tarente, à Brinde et ailleurs, en particulier juste avant Axiome, en 32, c'est elle qui pratiquement mène le jeu et on la voit seulement. L'ennui, c'est que nous n'avons pas de texte express pour le dire. Il faut que nous allions à la pêche, des petits détails par-ci par-là, chez Plutarque et Dion Cassius. Il faut grappiller chez les auteurs anciens exactement. Quelques éléments. Voilà. Et quand on la voit à Brinde arriver avec Mécène et Agrippa, on se dit qu'au fond, elle doit tout de même compter, puisqu'elle est en même temps que les grands personnages de la République, et c'est elle qui va mener le jeu, en faisant modifier le nombre de fantassins et le nombre de cavaliers que chacun des deux rivaux, vous l'avez dit, puisque chacun fait des concessions pour amadouer l'autre. C'est curieux quand même de voir une femme intervenir à ce point-là, dans ce genre de questions. Oui, évidemment. Elle avait quand même, c'est l'image qu'on en a gardée, bien sûr, mais on a gardé l'image d'une personnalité un peu, j'allais dire retorse, mais qui en tout cas avait toujours un coup d'avance. Est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce que son esprit la devançait d'une certaine manière? Elle avait beaucoup d'esprit, elle avait beaucoup d'intelligence, et elle avait beaucoup aussi le sens de la diplomatie et le sens de la stratégie. Elle s'accrochait, si l'on peut dire, mais elle s'accrochait intelligemment et politiquement parlant. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais fait de faux pas, alors qu'elle était quand même prise entre les deux. Là, on peut dire qu'elle était vraiment sur le fil du rasoir entre son frère et son mari. Mais à côté de cela, elle a eu une grande influence et elle a eu beaucoup d'efficacité parce que pendant pas mal de temps, elle a réussi à tenir la balance égale et elle a réconcilié deux ennemis pratiquement mortels. Donc elle a tout de même beaucoup d'intelligence, beaucoup d'opportunités aussi. Elle fait ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut. Et à côté de cela, elle a beaucoup aussi de compréhension par rapport à son frère. Donc elle marche dans son plan qui est de ramener Rome à ses origines pour rebâtir Rome. Voilà, on va venir dans un instant à cet aspect passionnant du personnage, c'est-à-dire le projet de société en quelque sorte qu'elle partageait avec Octave Auguste. Mais avant cela, est-ce qu'on peut dire d'Octavie qu'elle avait une influence réelle sur son frère? On a vu que sur son mari, pas du tout. Elle a beau lui apporter des armées, des vivres, tout ce qu'on veut. Elle lui fait de beaux enfants. Elle est dévouée. Elle vole à sa rencontre et à son secours. Et lui, la plaque là, il la laisse tomber à Athènes. Et quand il revient à Athènes avec Cléopâtre, qui plus est, il la met tout simplement dehors. Il la envoie à Rome. Bon. Avec son frère, les relations sont différentes quand même. Est-ce que le fait qu'elle soit notamment la sœur aînée lui donne un certain ascendant sur Octave? Oui, ça c'est même certain. Octave est âgé de 19 ans quand il récupère l'héritage de César.
Octavie a tout de même 4 ans à peu près de plus, 66-69, on hésite un peu sur sa date de naissance, mais elle a quand même de la maturité parce qu'elle s'est mariée à 15 ans avec Marcellus, donc. Et d'un autre côté, Octave aime beaucoup, beaucoup sa sœur. On le voit justement pour la mort de Il est un peu sous son aile d'une certaine manière. Ah oui, mais elle lui sert peut-être pas de mère, non, puisqu'il a été, comme elle d'ailleurs, élevé par son beau-père, Marcus Philippus, et donc Octavie lui sert effectivement, un peu de mère, si l'on peut dire aussi. Mais il y a également d'autres facteurs qui interviennent, et en particulier le fait qu'elle a comme fils Marcellus, et que Marcellus a été le petit chéri d'Octave qui cherche un descendant, qui ne peut pas en avoir puisque malheureusement il n'a pas d'enfant avec Livie. Il va adopter Marcellus, il va lui faire monter le cheval droit de son char, il va le placer à sa droite dans les festins. Bref, Marcellus est l'héritier désigné et Octave adore Marcellus. Malheureusement, Marcellus va mourir en 23, il a 29 ans, et c'est là qu'Octavie, désespérée, va prendre le deuil jusqu'à la fin de ses jours. Alors on raconte toujours que lorsque Virgile récite un des morceaux de l'Énéide, grand poète Virgile, voilà, en disant le tout Marcellus eris, toi tu seras Marcellus, il est aux enfers, si on peut dire, il a montré la descente d'Énée aux enfers pour lui montrer ce que allait être sa descendance. Et donc, on va lui présenter à Énée, on va lui présenter fictivement bien sûr Marcellus, et il va entendre le manibus date lilia plenis, donner des lys à pleine main que je couvre de fleurs, l'âme de mon petit-fils, etc. Et là, Octavie s'évanouit en entendant cela, et Octave, lui aussi, entre pas en transe, mais enfin, oui, ils sont frappés comme par la foudre parce qu'ils s'aperçoivent effectivement que maintenant il n'y a plus d'espoir pour la descendance d'Auguste. Je reviens juste avant, parce qu'après évidemment nous allons voir ce qu'est devenu notre Octavie. Mais je reviens à l'époque où elle essaie désespérément de réconcilier son frère et son mari. Pourquoi cette espèce d'obsession ? Pourquoi n'avoir pas choisi un camp, si je puis dire ? Pourquoi avoir voulu épouser Antoine pour le faire entrer dans le giron d'une certaine manière, pour le faire rentrer dans le rang ? Moi je crois. Elle s'est aperçue très rapidement que Antoine avait des tentations orientales, et c'est un moment où Rome est en train d'être déchirée entre l'Orient et l'Occident. C'est pour ça que c'est très important le rôle d'Octavie. On revoit, mais bien sûr, pour le coup, on revoit Alexandre, hein, là, c'est la même... bien entendu. Et là aussi, vous avez ce rôle d'Octavie à cheval, si l'on peut dire, entre deux époques. Nous sommes tout de même dans la transition entre la République et l'Empire. Nous sommes à un moment où on va changer d'ère, avec la naissance du Christ, bien entendu, et donc on est entre deux époques. Et les gens là sont partagés entre leurs options politiques et leurs préférences personnelles. Pendant les guerres civiles très récentes, jusqu'en 1943 pour les proscriptions, on a eu des gens qui se battaient dans un camp avec leurs frères ou leur père ou leur fils dans l'autre camp. Et par conséquent, les gens sont partagés, effectivement. Alors, si on pouvait avoir enfin la paix, ça serait très très bien. Et je pense qu'Octavie a été un facteur de paix. Elle a senti qu'elle avait un rôle à jouer finalement. Et elle l'a joué très bien. Vous parliez de Shakespeare, évidemment, c'est toujours Corneille qui nous revient à l'esprit. Europe 1, au cœur de l'histoire, Revient dans un instant au cœur de l'histoire. sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire d'Octavie dans la Rome antique, la sœur d'Octave, le futur empereur Auguste. C'est cette vie-là qui nous intéresse cet après-midi et on en parle avec votre invité Daniel Porte, Franck, qui est maître de conférences honoraires à l'université Paris 4 Sorbonne et spécialiste de l'histoire et la religion romaine. Et puis à 15h, jusqu'à 15h30, nous irons nous balader à Vienne sur les traces des vestiges romains avec Véronique Langby, guide conférencière à Vienne. Qui vient de nous rejoindre. Bonjour Véronique Langby, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous connaissez Vienne comme votre poche, vous allez nous faire les honneurs de cette cité que vous connaissez aussi bien, Daniel. Bien sûr, j'ai même la documentation adéquate. Qui est une belle ville romaine et antique, notamment, il n'y a pas que ça à Vienne, c'est ce que nous allons voir ensemble. Évidemment que lorsqu'on est dans une ville, lorsqu'on a la chance de vivre dans une cité qui est pleine de vestiges romains, toute cette époque et tout ce dont nous parlons paraît un peu plus proche, un peu plus familier sans doute. Hein. Oui,
Les vestiges romains sont un petit peu tout autour de la ville, parsemés, par-ci par-là. Et... Ils font partie de votre vie, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui nous reste d'ailleurs sur un plan artistique ou archéologique? Qu'est-ce qui nous reste d'Octavie aujourd'hui, Daniel? Est-ce qu'on a des médailles Elle a été la première femme à avoir son profil gravé sur une médaille tout de même. Ah oui, ben voilà. Donc, oui, à côté d'Antoine, qui est aussi de profil, et elle est derrière comme il se doit, mais elle a été la première femme. Elle a eu également des honneurs de la part d'Octave, qui a mis à son nom le portique d'Octavie, justement, et au nom de Marcellus, preuve de sa dilection pour son neveu. Et en fait, on a des statues d'elle où elle ressemble furieusement à Livie, et pour cause, puisqu'elle a eu un rôle culturel, celui d'incarner la Rome antique, la vraie grande Rome, si vous voulez. Elle a participé au projet de son frère, qui était utopique et qui a réussi, c'est le miracle d'Auguste, moi je pense, d'avoir réussi à faire revivre les Romains comme ils vivaient à l'époque de Romulus. Autrement dit, il a biffé 8 siècles d'histoire d'un seul coup. incroyable. Eh oui, mais c'est ça qui est merveilleux, si vous voulez. Et en même temps, tout en donnant naissance à un régime, l'Empire, qui va être le plus décadent qu'on puisse imaginer. Donc c'est un paradoxe. Oui, mais au début, non. Pas Lui, au début, oui. non. Au début, lui, il n'a pas voulu changer quoi que ce soit dans les institutions, donc il s'est fait nommer princeps. C'est un titre républicain. Mais à côté de cela, il a creusé l'intérieur de la noix, si vous voulez. La coquille est toujours là, mais l'intérieur a un peu changé. Et il a voulu faire revivre Rome à l'époque de Romulus, mais aidé par Octavie et par Livie. C'est-à-dire avec une forme de dépouillement. Absolument, c'est l'austérité, c'est la gravité. C'est pour cela que Octavie, c'est la matrone. La sobriété en tout. Oui, absolument. La Rome idéale et initiale. Mais il donne même lui l'exemple. Il a des toges tissées par sa femme et sa fille. Il mange du pain de ménage, des petits poissons du Tibre, du fromage blanc. Bref, pour un empereur, vous vous rendez compte. Il y a quelque chose au sens propre du mot et sans connotation politique particulière, mais il y a quelque chose de profondément réactionnaire dans la politique menée par celui qui deviendra Auguste. C'est-à-dire qu'il revient aux origines. C'est ça en fait. Bien sûr. Parce que, à son avis, comme de l'avis d'ailleurs de tout le monde, parce qu'il y a une collaboration autour de lui incroyable, tous les poètes s'y sont mis, les historiens s'y sont mis, donc on a ressuscité une Rome qui peut-être était utopique, on ne sait pas, mais qui était la Rome des grandes vertus républicaines, la Rome... des débuts de la République, Des débuts de la République, bien sûr. Et alors, quel rôle joue Livie, c'est-à-dire l'épouse d'Octave d'un côté, et sa sœur Octavie dans ce projet-là? Eh bien, elles sont un exemple, et Rome vivait d'exemple. C'est sa caractéristique. On ne peut pas dire un mot sans se référer à ce qu'un autre a dit 2 ou 3 siècles avant. De la même façon, même César, quand il intervient pour la conjuration de Catilina, a le désir de se cacher derrière les exemples. Autrement dit, un tel a dit que, un tel a dit que. Ah oui, exemplum, c'est le grand mot. Faut expliquer ce que c'est qu'un exemple pour Rome. C'est-à-dire, c'est l'existence d'une figure qui peut servir de modèle, en fait. Exactement, parce qu'on a horreur de la nouveauté. Le novum fait peur. Donc, quand on peut se réfugier derrière l'image du passé et montrer qu'on ne fait rien de nouveau, mais qu'on ressuscite une grande image, c'est ce qu'a fait Octave, finalement. Enfin, Octave Auguste, à ce moment-là, ça marche. Sinon, les Romains ne marchent pas. Quand on leur montre une innovation, non, on ne veut pas. Et donc, Livie comme Octavie sont devenus un peu les symboles de cette politique-là, disons les choses. Exactement. Elles ont joué le jeu elles-mêmes. On voit sur les statues qu'elles ont la même coiffure. Jusque-là, on avait des femmes dans la proximité de cette époque-là. On avait des femmes qui étaient plutôt des Valkyries, des Amazones, genre Fulvie, genre Claudia, genre Julie, la fille d'Auguste, qui va être un diable à 4 incroyable. Mais à côté de cela, Fulvie, c'était un phénomène quand même, la première épouse de Elle a été Marc-Antoine. capable de faire percer la langue de Cicéron avec son aiguille à cheveux quand sa tête a été exposée au rostre tout de même. Elle a traîné à travers le forum le cadavre de Claudius, son premier mari. C'est un cas, Fulvie. Mais à côté de cela, on a le couple antithétique, à ce moment-là, Octavie-Livie, qui ressuscite les anciennes coiffures. Jusque-là, les femmes étaient coiffées avec des nuages de boucles, des chignons de boucles. Mais ça allait très haut et très loin. Oui, c'est d'ailleurs pas très un peu penser esthétique. à certaines coiffures versaillaises de la fin de l'Ancien Régime. Il y a un petit peu de cela, oui, mais ce ne sont pas des perruques, ce sont ce sont des vrais cheveux. Des vrais cheveux, oui. Mais à côté de cela, elles vont incarner
l'austérité antique, comme les Sabines, avec ce chignon sur le front, et puis une sorte de tresse qui dessine le milieu de la tête. Et c'est très caractéristique. Cela, on ne le trouve que sur les statues de Livie et d'Octavie. Parce qu'après, évidemment, les femmes ne vont plus supporter d'être coiffées comme à l'époque des Sabines. Ah, c'est ça, c'est Eh que oui. Mais elles ont marché. C'est ça qui est beau, c'est qu'elles ont marché. Si vous me passez l'expression, Daniel Porte, je trouve que votre Octavie, si remarquable soit-elle, et quelles que soient les très grandes vertus que tout le monde se plaît à lui reconnaître, elle n'est pas très rigolote, si vous me passez l'expression. Oh. Non, mais elle a quand même un côté très sérieux, en fait. Elle est très sérieuse. Que va-t-elle bien faire sûr. donc après la mort de son mari? Vous nous avez dit elle a élevé Oui. tous ses enfants, Oui. qui sont pour certains ont remarquablement réussi du reste. Ah bah, bien oui. sûr. Et alors qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle va vivre âgée Jusqu'en 11. Ah oui. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Hein. Ouais. Donc, elle vit entre 23 et 11, elle est en deuil. Mhm. Mais donc, elle vit simplement et elle élève les enfants. Et puis après, on perd sa trace, on ne sait plus ce qu'elle devient. Et oui. Elle se fond dans, Elle se fond dans la nuit des temps. Voilà, exactement. Et les auteurs anciens ont le grand défaut de ne pas s'intéresser aux femmes, sauf les femmes sulfureuses style Cléopâtre. Là, on a tout ce qu'on veut. Mais à côté de cela, les femmes qui se Vertueuses. conduisent bien Oui. n'intéressent pas. C'est un signe, hélas, des temps. Oui. Mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue parce que, comme elle ne jouait plus aucun rôle politique, c'était Auguste qui, ma foi, avait pris le pouvoir Elle vivait en main. recluse dans sa Elle villa, était recluse j'imagine. dans sa villa, bien sûr, et elle a vécu jusqu'à mourir. Et puis c'est tout ce qu'on peut en savoir. Mais ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que pour un romancier éventuel, ça offre oui. bien des opportunités. On n'a pas écrit sur Octavie? Non, non, non. Elle fait partie des gens sur lesquels on n'a pas grand-chose à dire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a le texte de Plutarque et de Dion Cassius, mais il faut attraper les petits détails. Donc, savoir que si elle va à Tarente faire de la diplomatie, c'est qu'elle a des dons de Il faut parole. constamment déduire. Il faut déduire, absolument. Son frère, lui, va vivre beaucoup plus longtemps, jusqu'en Oui. 14. 14 hein. après Jésus-Christ. On en a c'est suffisamment possible. parlé il y a Oh. quelque temps, puisque Oui. c'était donc le 2e millénaire de l'empereur Auguste. Après la mort de sa sœur, est-ce qu'il reste fidèle à cette politique qu'ils avaient ensemble mise en place? Absolument, oui. Et au contraire, il a même forcé la note jusqu'à, non pas imposer, mais suggérer une quantité de réformes, entre guillemets, qui ne rompaient pas avec la République, mais qui instauraient un nouveau système. Et le tout fondé sur le retour aux origines de Rome. C'est pour ça que c'est un règne, si on peut dire, unique. Il n'a pas été roi, parce que Jules César s'était fait assassiner parce qu'il voulait être roi. Auguste n'était pas idiot. Donc, il ne s'est pas fait appeler roi, mais il a eu une sorte de royauté fondée sur la royauté romuléenne. Et donc, les Romains ont marché parce qu'on ne leur imposait rien de nouveau. Donc, c'était un retour au passé qui a été effectivement très suivi et qui est paradoxal, mais qui a marché. Vous devriez revenir nous parler d'Auguste dans quelque temps. Je crois que vous êtes en train de préparer un siècle d'Auguste, ça Oui. tombe bien. Et je voulais citer également un ouvrage, un véritable pavé qui vient d'être traduit par les soins de Perrin, des éditions Perrin. C'est un livre britannique de Mary Bird qui s'appelle SPQR, Histoire de l'ancienne Rome. C'est une sorte de grand bréviaire dans lequel vous aurez tous les éléments nécessaires à une meilleure compréhension de cette histoire qui pour nous, bien qu'elle soit aux origines même de la nôtre, peut paraître parfois un peu difficile, un peu exotique ou un peu différente. Senatus Populusque Romanus, donc histoire de l'ancienne Rome. Merci beaucoup Daniel Porte. Dans un instant, nous partons pour Vienne. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et il est temps à 15h02 de faire démarrer la Ferrand Mobile direction l'Isère. Nous allons à Vienne Il y sur avait les longtemps qu'on traces. n'avait pas parlé de la Ferrand Mobile. C'est vrai, elle me manquait, Et écoutez, voilà. que voulez-vous. Cette Ferrand Mobile vous emmène cet après-midi jusqu'à 15h30 sur Europe 1 à Vienne, donc en Isère, pour découvrir les vestiges romains, après avoir parlé d'Octavie, d'Octave, de Marc-Antoine ou encore de Cléopâtre. Et vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux Oui, très sociaux. nombreux. Il y a Place au goût sur Twitter avec le hashtag ACDH qui nous dit «
à découvrir la mosaïque du dieu océan dans la villa de Licinus à Clonaz-sur-Varèse, donc c'est juste à côté de Vienne, et 67 mètres carrés qui datent du IIe siècle. Voilà le conseil de Place Auguste sur Twitter. Vous avez d'autres messages oui, aussi, via Franck. Facebook, Guillaume nous envoie la maquette en photo, la maquette du site de Vienne et de Saint-Romain-en-Galles, au temps gallo-romain bien entendu, ça a l'air d'être assez spectaculaire cette maquette. Et puis Isabelle, qui fait référence au personnage qui nous a accompagnés pendant toute cette première heure, nous dit « Octavie la superbe, relire Madame Chandernagor, les enfants d'Alexandrie, une merveille pour comprendre cette époque incroyable où la réalité des liens royaux dépassait toutes les fictions modernes. » C'est vrai que l'histoire que nous avons racontée finalement, Daniel Porte, nous entraîne relativement loin et que ça donne très envie de voir un roman sortir de cette histoire. Puis après le roman, on fera une série télé, etc. Bien sûr, mais ça vous laisse un peu de travail. Oui. Maintenant que vous n'enseignez plus, il faut quand même vous occuper un petit peu. Alors, il faut que vous nous expliquiez de quand datent ces vestiges romains de Vienne, Véronique Langbisset. Ce sont des vestiges par définition impériaux. Hein. C'est l'époque dite gallo-romaine. Oui, tout à fait. Donc la ville de Vienne est très ancienne. Elle était d'abord... Elle existait avant, elle, voilà, bien sûr. Une ville gauloise, tout à fait. Les Allobroges sont les premiers habitants d'une petite bourgade qui va être conquise par les Romains en 121 avant Jésus-Christ. Et donc c'est petit à petit, surtout à l'époque de l'empereur Auguste, que la ville va se romaniser et va se construire. Donc la plupart des vestiges que nous avons datent de l'époque... Voilà, de Octave Auguste, donc la fin, et puis après vont s'étendre à peu près jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Parmi les vestiges du règne d'Auguste, il y a le temple d'Auguste tout de même. Tout fait à un peu fait. penser à la maison carrée de Nîmes, c'est la même. Oui, ce sont deux temples qui datent de la même époque. Donc celui de Vienne était dédié au culte impérial. On l'appelle donc le temple d'Auguste et de Livie, puisque Livie, un peu après sa mort, va être divinisé à l'époque de Claude. Et donc voilà un lieu... en fait, on divinisait les empereurs et leurs épouses, Daniel Porte. Oui, bien sûr, c'était l'apothéose. Et après... Ce qu'on appelle l'apothéose, c'est-à-dire le fait d'entrer de plein pied avec les dieux. Voilà, exactement. César a déjà été divinisé, le Divus Iulius, c'est lui. Ensuite, le divin Jules. Oui, si vous voulez. Non, je traduis parce que... Oui. Oh, tout de même. Donc, quand on voudra ensuite punir un empereur, on lui refusera l'apothéose. Mais l'apothéose, ça fait partie des grandes ambitions d'une cité qui ne connaissait pas l'éternité, et pour cause, et qui se donnait une sorte d'éternité posthume. Alors, de son vivant, Auguste ne voulait pas de temple simplement pour lui, il voulait des temples à Rome et Auguste, justement, parce qu'il ne voulait pas apporter à Rome cette notion orientale d'un potentat divin. Donc c'est toujours le temple de Rome et d'Auguste. Oui, et là c'est le temple d'Auguste et Livie. Alors voilà. c'est le temple dédié à Rome, en effet, à Auguste et à la Divine. Oui, parce qu'il y a des inscriptions, bien entendu, votives. Il devait y en avoir. Il devait y en avoir parce que alors, ensuite le temple, lui, a été transformé en église. C'est ce qui nous a valu d'ailleurs de l'avoir encore. C'est ce qui l'a sauvé. Hein. Oui. Il n'y a plus que 2 temples antiques encore en France. Donc celui de Nîmes, dont on a la fameuse maison carrée, oui. Tout à fait. Et puis donc celui de Vienne, qui en effet nous doit en fait sa préservation parce qu'il a toujours été utilisé. Alors à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle naissent les sociétés savantes, les fameuses sociétés d'antiquaires, comme on disait à l'époque. Les antiquaires, c'était les gens qui s'intéressaient à l'antiquité, c'était pas les gens qui vendaient des vieux meubles à cette époque-là. Et on commence à restaurer ces temples et ces vestiges romains. En l'occurrence, c'est la fin du XIXe, la première restauration du temple un peu avant, oui. Il a été sauvé par Prosper Mérimée puisqu'il a fait partie des premiers monuments historiques listés en 1840. Formidable. Et heureusement, parce qu'il était en très mauvais état à cette époque-là et craignait fortement d'être démoli. Il n'avait pas échappé à Prosper Mérimée. Oh oui. Il y a une vache qui vous a mis de mauvaise humeur, Daniel, je le sais. Je reconnais. J'ai fait le voyage à Vienne exprès pour cette émission et j'ai eu la surprise incommensurable de découvrir à 10 mètres du temple d'Auguste et de Livie une vache. La vache Yoplait, s'il vous plaît, en tôle, plus ou moins dégradée d'ailleurs. Mais c'est une œuvre contemporaine, c'est ça que c'est? Oui, plutôt. Mais elle est permanente ou elle est? Non, elle est temporaire. Ah, elle est temporaire. Je préfère. C'est un cadeau de la part de l'entreprise Yoplait. C'est donc bien la vache Yoplait, je savais pas que c'était. Il y a 2 ans.
Bon, alors on est place Charles de Gaulle. Oui. Là, expliquez-nous alors. Alors, mis à faites-nous- part oui. la vache, Oui. cette place, elle est magnifique. C'est vraiment une très jolie place. Alors, à la taille de Vienne, elle est petite. Hein. Vienne est une petite ville. Mais elle est agréable puisqu'il y a une partie qui est piétonne. On a autour de cette place qui est plutôt circulaire, là, ce grand temple qui s'élève, 6 grandes colonnes, à peu près une vingtaine de mètres de haut sur un podium, bien évidemment, comme un temple romain. Et puis, vous avez des commerces, vous avez aussi des bars, des restaurants. En fait, c'est l'ancien forum. C'est Oui, l'ancienne place exactement, romaine. on C'est se ça qui trouvait. est Alors qu'il extraordinaire. a beaucoup diminué, puisque Oui, il était plus vaste à forum, l'époque, faisait presque 200 mètres de long. Mhm. Aujourd'hui, on a peut-être 20 mètres de profondeur sur la place. C'est tout. Il y a des vestiges archéologiques là en contrebas, c'est ça Alors, il y aura des vestiges archéologiques un petit peu plus loin, à l'est. À l'est, Donc oui. voilà, ce forum, en fait, le temple d'Auguste et Livie était dans la partie la plus à l'ouest, et il s'ouvre à l'est, où on a encore 2 autres vestiges qui nous restent de ce forum. Ce sont 2 arcades qui sont un petit peu isolées. Tout le reste a disparu. Il y avait faut imaginer une place fermée avec des monuments tout autour. Et on a ces 2 arcades qui sont là, bien sûr, un petit peu comme le temple, parce qu'elles ont été réutilisées plus tard. J'ai l'impression que Vienne fait partie de ces bonnes villes, et moi qui suis originaire de Poitiers, de Limonum, je connais ça par cœur, de ces villes où vous ne pouvez pas creuser pour quoi que ce soit, essayer d'installer un parking ou quoi que ce soit, sans immédiatement tomber sur des vestiges romains. Ça ne fait pas plaisir aux propriétaires et aux entrepreneurs, mais pour les amoureux de l'histoire, c'est quand même une merveille. Europe 1, au cœur de l'histoire, Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Un extrait de la bande originale du film Gladiator, le film de Ridley Scott, avec Russell Crowe. Et nous nous baladons jusqu'à 15h30 à Vienne, en Isère, avec Véronique Langby, qui est guide conférencière à Vienne, qui est votre invité, Franck Ferrand, avec également Daniel Porte, maître de conférence honoraire à l'université Paris 4 Sorbonne et spécialiste de l'histoire romaine. Alors, puisque ça c'est pour faire plaisir à Anissa, il faut qu'on roule un peu, vous savez. Oui, j'adore cette faire en mobile. Faut qu'elle Donc, roule. on peut monter jusqu'au sommet de la colline de Pipet en voiture, On peut voler aussi. Ah oui, La faire en mobile, elle a toutes les options. D'accord. Donc, en effet, la ville de Vienne est entourée de collines. Donc, il y a surtout une colline centrale à Vienne, qui est la colline de Pipet. Et c'est là où je vous invite à rouler ou vous envoler, parce qu'il y a un belvédère depuis le haut de Pipet. Et donc vous avec avez une vue incroyable, une vue alors. magnifique, Oui. vraiment très très belle. Voilà, je suis viennoise, un peu chauvine, mais je vous avoue, c'est vrai qu'elle est vraiment très belle, cette vue. Elle a alors à la fois sur le centre-ville, on a un centre ancien, bien sûr, romain, mais aussi médiéval, très marqué par ces anciennes périodes, et donc avec un parcellaire un petit peu tout tordu, donc on a tous ces toits de toutes les, qui vont un petit peu dans tous les Mosaïque comme sens, ça, ouais. un petit peu. C'est très joli. On a aussi, bien sûr, une vue sur la vallée du Rhône. Et puis aussi le parc du Pilat qui est juste en face. Mais juste en dessous de nous, quand on est au Belvédère, on voit d'abord le théâtre antique, Eh oui. puisqu'il est construit contre la colline de Pipet. Et ce théâtre antique, il est bien conservé encore aujourd'hui? Il a été reconstruit au même emplacement. Mais on va dire ce qu'il y a c'est de fantastique avec ce grand théâtre antique, c'est sa taille. Il était un des plus grands construits dans tout l'Empire et en Gaule, le deuxième plus grand. Il pouvait accueillir alors 11 500 personnes. Et il est à flanc de colline, faut le dire, Voilà, flanc de c'est coteau. ça. C'est un vrai théâtre par définition. Oui, comme celui de Lyon par exemple. En arc de cercle. Creusé dans la colline, ce qui fait qu'il est très très raide.
Et lorsqu'il y a des spectacles, puisqu'on l'utilise, on s'en sert encore. oui, Voilà, on c'est ça qui est l'utilise formidable. depuis sa restauration en 1936. Il est utilisé pour y accueillir des spectacles et surtout maintenant, depuis pas mal d'années, le festival de jazz à Vienne qui a lieu 15 jours. Fin juin, mi-juillet. Au moment où les nuits sont extrêmement courtes et où on peut rester à écouter de la belle musique. Voilà, et donc c'est un lieu assez magique. Il y a des comment dit-on, des cigales chez vous, j'imagine? Ah non, pas vraiment. Non, c'est un petit peu trop au nord encore. Ouais, on les entend un tout petit peu, mais il faut aller plutôt dans la campagne. Et donc, ce festival de jazz a lieu au sein du théâtre antique. Voilà, c'est le seul festival de jazz qui a lieu dans un monument romain. Et la magie opère, puisque on peut accueillir aujourd'hui 8000 personnes, une partie du théâtre s'est écroulé sur les côtés. Il n'y a plus le mur de scène, mais on utilise les micros aujourd'hui. Et c'est vraiment un lieu assez magique. J'aime beaucoup aller, voilà. Voilà un beau conseil. Et puis, avant d'aller assister à une représentation de quoi que ce soit au théâtre antique de Vienne, il faut aller visiter le musée archéologique, justement, dont nous parlait tout à l'heure notre auditeur, là. Et oui, alors donc, depuis le belvédère, on voit aussi, mais aussi le musée, tout en descendant, tout à fait, on a une vue sur ce musée archéologique de Saint-Romain-en-Galles, Vienne. C'est un musée qui possède ce musée très moderne, dont on a fêté les 20 ans fin 2016, où il y a des collections d'objets qui ont été trouvés sur les deux rives du Rhône, puisque la ville de Vienna était alors développée sur ces deux rives, le Rhône étant, on va dire, le nerf névralgique de cette ville. C'est en 1967 qu'on a découvert le site archéologique, en fait. Donc on va fêter les 50 ans, là. Et il y a le site, tout à fait, on va fêter les 50 ans du site, et il va avoir plein de conférences, de visites guidées. On va enterrer une cellule temporelle dans laquelle chacun pourra y laisser un message qu'on ne déterrera que dans 50 ans. Vous y êtes allé, Daniel, dans ce musée archéologique plein de vestiges. On y trouve de belles choses, j'imagine. Absolument, mais il y a aussi, j'aimerais quand même rajouter le musée lapidaire, n'est-ce pas, de Vienne Centre, où là on a la célèbre statue de Cybèle qu'on appelle la Tutella, mais surtout on a le deuxième plus beau profil d'Auguste qu'on puisse imaginer en Europe. Il est vraiment d'une facture sensationnelle, avec une finesse dans le rendu de l'oreille et le rendu de la bouche. Malheureusement, il n'est pas mis en valeur lui non plus, parce qu'il faudrait éclairer la vitrine, la dépoussiérer un peu, et c'est quand même malheureux qu'on ait une pièce vraiment extraordinaire qui soit aussi peu mise en valeur. Et bien voilà. Et à côté au conservateur. J'aimerais bien, oui. Et à côté de cela, il y a aussi des mosaïques dans ce musée lapidaire qui sont remarquables. Celle de Dionysos, etc. C'est vraiment remarquable aussi. Alors, Lorena Martin qui prépare cette partie de l'émission m'a mis, à partir de là, il faut prendre le chemin des amoureux. Qu'est-ce que c'est que ce chemin des amoureux? C'est pour aller au belvédère de Pipey. Il y a 3 chemins pour aller au belvédère de Pipey. Donc en effet, qu'on recommande à pied, qui s'appelle le chemin des amoureux, qui est un petit chemin, un petit peu caché, avec des escaliers. Et c'est par là qu'on se rend au marché, le fameux marché de Vienne. Donc il faut le redescendre, ce chemin des amoureux, il faut aller au centre-ville. Et là, vous avez dans le centre, cœur de la ville, pas très loin du temple d'Auguste et Livie, une autre place qui s'appelle la place de Miremont. Au centre duquel vous avez un grand bâtiment carré, dans cette place carrée, où il y a au premier étage encore un musée, le musée des Beaux-Arts. En fait, nos vestiges antiques sont un petit peu parsemés de partout. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout faire. À chaque fois, vous découvrez des merveilles complémentaires. Et se trouve sur cette place de Miremont le marché de Vienne, surtout le samedi matin, puisque c'est le deuxième plus grand marché du sud-ouest de France. Voilà, donc marché traditionnel, fruits, légumes, à vente à la barquette, mais aussi bien sûr des producteurs locaux qui viennent en partie du parc régional du Pilat. Et puis aussi des produits manufacturés, bien sûr. Et il est très très grand, il s'étale sur plus de 2,6 km dans la ville. Et cette région du Sud-Est, il faut le dire, est un des hauts lieux de la gastronomie, non seulement française, mais mondiale. J'avais un oncle qui était un grand gastronome et qui me disait, ça me paraissait totalement mystérieux quand j'étais petit, il me disait « Ah, quand j'allais à Vienne, chez Point ». Ça m'est resté, si vous voulez. Oui. Donc Point, c'est le grand restaurant local. Il y en a d'autres. On va venir dans un instant aux spécialités et aux dégustations régionale. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
Et nous nous baladons jusqu'à 15h30 à Vienne, en Isère, avec votre invité Franck-Véronique Langby, qui est guide conférencière à Vienne. Et il est temps maintenant de remplir le coffre de la Ferrand-Mobile avec les spécialités. Et de laisser tomber de laisser le volant, si je puis dire. Voilà, c'est ça. Et d'aller faire les courses. On va parler de vin quand même. Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph. Des noms qui font rêver et qui sont là, de chez vous, si je puis dire. Tout à fait. Oui. On côtoie tous les jours les vignes de la Côte-Rôtie, du Condrieu. C'est vrai qu'on a de la chance à Vienne, on est très bien situé. Il y a cette vallée du Rhône qui à la fois permet d'avoir des sols très très riches pour tout ce qui est maraîcher. On a aussi beaucoup d'agriculteurs, mais sur ces coteaux, Azerette pourtant pousse ces vins de la partie septentrionale des Côtes-du-Rhône. Sur ces coteaux, donc de bons produits qui permettent de faire des plats délicieux. Nous allons y venir dans un instant. Et puis des chèvres. Et qui dit chèvre dit lait de chèvre et donc fromage. Oui, la rigotte de Condrieu, tout à fait, qui est le fromage qui a une AOC. Mais après, il y a plein d'autres producteurs qui font d'autres petits fromages qui n'ont pas forcément de nom, mais qui sont délicieux. Il y a une appellation d'ailleurs spécifique pour les vins de cette région de Vienne. Il y a une... Alors c'est la partie septentrionale des Côtes-du-Rhône. Oui, c'est ça en fait. Oui, on fait pas. Oui. Ça fait partie des Côtes-du-Rhône. Voilà, mais c'est-à-dire que c'est l'appellation, enfin toutes les appellations qui vont donc du sud de Vienne jusqu'à Valence. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est fascinant, c'est que vous êtes tiraillé, si je puis dire, entre une influence culturelle et bien sûr gastronomique lyonnaise, et une influence beaucoup plus méridionale, celle de l'huile d'olive et de Valence, si je puis dire. Hein. C'est vrai qu'on est un petit peu entre les deux, alors c'est l'avantage, comme ça on s'inspire à la fois de la cuisine un petit peu plus au nord et du sud, on fait des mélanges entre l'huile d'olive et le beurre. Visiblement, ça a inspiré un certain nombre de chefs. Oui. Parce que, alors je parlais il faut quand même dire qui était Fernand Point, il faut vous nous expliquer en 2 mots qui était ce monsieur. Fernand Point n'est pas un Viennois, mais il s'est installé à Vienne dans les années 1920, suite à l'achat d'un restaurant par son père. Donc pour lui, il vient s'installer plutôt en 1925 et il va tenir ce grand restaurant pendant 30 ans jusqu'à sa mort en 1955. Et il va vraiment, on va dire, révolutionner la cuisine traditionnelle. Il va inventer d'une certaine manière, il est un de ceux en tout cas qui ont inventé ce qu'on appelle la grande cuisine. Voilà. C'est-à-dire une cuisine noble. Oui, alors on va dire un peu plus légère, surtout avec une inspiration le matin en voyant les produits. Voilà. Inspiration du marché, même s'il faisait pas son marché, c'était les producteurs qui venaient à lui, dans sa principauté, puisqu'on l'appelait le prince des gastronomes. Oui. Et donc, il a obtenu, en 1933, un des premiers à obtenir les 3 étoiles au guide Michelin. Jusque-là, il n'en existait que 2. Il n'avait même pas imaginé créer 3 étoiles. Et là, puisque à chaque fois, les frères Michelin se délectaient toujours plus chez lui. Et puis aussi, il ne faut pas oublier sa femme, Mado, qui a beaucoup contribué à la réputation du restaurant. Voilà, il y a 3 étoiles ont été inventées. Alors, pas très loin à Roanne, il y a les frères Trois-Gros. Bon, Paul Bocuse, qui est toujours là, bon pied, bon oeil à Lyon, bien entendu. Ce sont les fondateurs de cette nouvelle cuisine française qui est devenue célèbre de manière planétaire. C'est tout à fait extraordinaire ce qui s'est passé. Qu'y a-t-il aujourd'hui chez Point ? Il y a toujours un bon restaurant, bien sûr. Oui, bon, voilà. Ça s'appelle la Pyramide ? Ça s'appelle toujours la Pyramide, et c'est aujourd'hui Patrick-Henri Roux qui a repris les rênes de ce restaurant, qui a bien sûr adapté ce restaurant à son goût et puis aussi au goût aujourd'hui des clients. Donc on ne trouve plus exactement la même gastronomie, mais il y a toujours un petit peu l'inspiration quand même qui est là. Une autre bonne adresse à Vienne, un conseil à nos auditeurs ? Oui, il y a surtout des ambiances, on va dire, à Vienne, où il y a plusieurs restaurants qui sont concentrés dans quelques endroits. Par exemple, au chevet d'une ancienne abbaye qui s'appelle Saint-André-le-Bas, là c'est une zone assez piétonne, où il y a pas mal de restaurants, dont l'Estanco. Et donc le chef de l'Estanco, comme Patrick-Henri Roux de la Pyramide, ont décidé de créer une association de chefs qui veulent défendre la bonne nourriture, les bons produits, qui s'appelle l'Agora des chefs. Donc là-bas, ça va être une autre cuisine, beaucoup plus simple, ça va plutôt être à base de crics. Voilà, donc là, les crics, c'est des galettes de pommes de terre qui sont râpées et qui sont cuites et puis agrémentées de différents produits.
Vous avez dit tout à l'heure, et il faut quand même le souligner, qu'il n'y a pas que des antiquités romaines à Vienne, bien entendu. Il y a une ville médiévale très importante, avec l'ancienne cathédrale Saint-Maurice notamment, et tout un quartier. Il y a des vestiges des différentes époques. C'est une ville extrêmement riche. On y fait aussi du tourisme vert. Il faut peut-être souligner cet aspect du vélo, de la randonnée, des choses de ce genre. Oui, tout à fait. Donc la ville bénéficie du fait qu'elle soit à côté de la Via Rona. La Via Rona, c'est une grande piste cyclable qui devrait être terminée et qui permet de rejoindre Genève à la mer Méditerranée. 815 km de piste cyclable, avis aux amateurs. C'est ça, avec des boucles. Et donc là, on peut faire une boucle en passant par Vienne, parce qu'à Vienne, on a aussi une piste cyclable. C'est pas la Via Rona qui passe sur la rive droite, mais il est tout à fait possible de se rendre à Vienne. Le surnom de Vienne, c'est Vienna Pulchra. Puis-je demander à la latiniste de nous traduire? C'est pas très compliqué, ça va aller, ça? C'est Vienne la Belle, tout simplement. La belle. Oui. Eh oui, la belle ville de Vienne, dont vous nous avez fait les honneurs cet après-midi. Merci beaucoup, Véronique Langby, d'être passée nous voir, si je puis dire, d'être venue jusqu'ici pour nous faire partager l'amour que vous vouez à cette belle ville et à tous les plaisirs qu'elle nous permet de vivre.